Comme je vous l'annonçais, on va parler aujourd'hui du programme Open 2. Donc, j'ai repositionné un schéma qu'on avait déjà vu ensemble, en tout cas pour ceux qui avaient participé au précédent webinaire. Donc, aujourd'hui, là, c'est la cartographie de l'ensemble des programmes, l'ensemble, en tout cas, les principaux programmes nationaux sur les soutiens au financement hospitalier. Donc le programme Ségur, pour rappel, hein, sur la partie équipement en logiciel, notamment DPI-PFI. Le programme CARE, donc plutôt pour une optique de renforcement de vos niveaux de sécurité de SIH, avec les différents domaines, D1, D2 et DX, D3, D4, etc. Et puis, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est tout ce bloc de droite qui concerne le programme Open 2, notamment sa partie appel à projet sur laquelle on reviendra en fin de séance, et puis le projet HospiConnect qu'on a largement évoqué lors du précédent webinaire, sur lequel on va encore revenir aujourd'hui, puisque c'est le sujet d'actualité du moment, avec ces deux composantes que sont le volet matériel et puis le volet transformation qui est porté par le programme Open 2. Le volet matériel étant porté par le programme CARE. Alors, l'ordre du jour, comme je vous disais, est assez dense. Tout d'abord, un point d'information rapide sur les candidatures au Speak Connect. Et puis derrière, on rentrera sur des zooms plus spécifiques sur les attendus pour juin 2026 vis-à-vis d'Hospi Connect. C'est les prochaines échéances qui vous concernent. On fera un zoom sur la partie matérielle, donc le volet care d'Hospi Connect. Et puis, je vous ferai une présentation du plan d'accompagnement régional qui est prévu pour vous accompagner sur ce chantier HospiConnect. Et puis, on terminera par un temps d'échange sur le volet appel à projet. Je ne vais pas forcément faire une redite de ce qui a été dit lors du webinaire national que je vous ai mis en visibilité. L'idée, c'est plutôt de prendre un temps avec vous pour répondre à vos questions sur ce volet appel à projet. Et puis, si besoin, de revenir en détail sur quelques diapos qui ont été présentés par le national. Sur les candidatures, première information à retenir, c'est que tous les établissements de la région se sont portés candidats. Donc merci à vous pour votre mobilisation sur le sujet dans un délai plutôt court. Donc voilà, je vous avais pas menti, je l'espère, sur la simplicité du formulaire de candidature. J'espère que vous l'avez pas trouvé trop long à compléter. Pour information, tous vos dossiers ont été acceptés. Normalement, je suis revenu vers chacun d'entre vous pour ceux qui ont déposé le dossier. Donc du coup, la prochaine étape, vous recevrez courant mars les conventions habituelles de contractualisation entre vous et nous qu'il faudra signer et renvoyer d'ici l'été. Puisque derrière, une fois qu'il y a le contrat, j'aurai la légitimité pour instruire vos dossiers d'atteinte des cibles 2026. Donc voilà, très rapide information. Donc voilà plutôt le volet contractuel qui sera géré sur la période S1 2026. Sur les attendus 2026, donc si on rentre un peu plus dans le fond du sujet Hospi Connect. Donc pour rappel, hein, il y a deux enjeux pour l'été 2026, pardon. Le premier, c'est de réaliser un état des lieux de votre niveau de maturité sur les enjeux Hospi Connect. Donc ça fait écho au terme grille d'indicateur de maturité ou indicateur de maturité qui était renseigné dans les objectifs Hospi Connect. Et puis le deuxième, c'est l'objectif de rédaction d'une note de cadrage projet pour définir votre trajectoire de mise en conformité, en tout cas votre trajectoire d'organisation pour atteindre les cibles qui sont fixées pour 2027 et 2028. Si vous avez respecté ces deux conditions-là, normalement, il n'y aura pas de souci pour vos financements pour cette année 2026. Si on rentre un peu plus dans le détail sur chacun des éléments, donc la fameuse grille d'indicateurs de maturité, elle fait écho à quelque chose on avait évoqué ensemble et que je vous avais partagé en fin d'année 2025.
C'était la fameuse grille d'indicateur de maturité, et notamment le questionnaire de niveau de maturité qu'on vous avait diffusé. Je vous le rediffuserai à l'issue du webinaire pour ceux qui auraient raté l'information. Cette grille-là est le point de départ en fait de travail de l'ANS pour définir la grille d'indicateur de maturité qui sera attendue pour juin 2026. Donc, pour faire simple, un peu plus concret, à 80-90%, la grille que je vais vous communiquer, vous recommuniquer à l'issue du webinaire, elle sera à peu près équivalente à celle que vous devrez compléter en juin 2026. Je vous ai remis aussi dans le support, donc vous l'aurez aussi le support à l'issue de la réunion, le replay vers le webinaire que j'avais pu animer début décembre, qui revenait un peu plus en le détail sur les différentes thématiques qui sont couvertes par cette grille. Donc n'hésitez pas à le consulter s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans cette grille de maturité. Et puis dernière information sur ce sujet-là, je voulais vous dire que pour l'instant le format de complétion de cette grille de maturité n'est pas complètement défini. Est-ce que ça serait un fichier Excel comme on vous l'a diffusé et sur lequel vous complétez et vous déposez dans votre dossier d'atteinte des cibles juin 2026 dans Convergence, ou est-ce que ça sera un formulaire en ligne directement à compléter dans Convergence? Ça n'est pas encore statué. Et voilà, le principal, c'est que déjà, vous donnez un peu de visibilité sur le contenu avec les informations que l'on a à date. Donc, le questionnaire que j'avais pu vous diffuser en fin d'année dernière est déjà une bonne base de travail pour vous. La version définitive arrivera, pardon, je ne l'ai pas précisé, arrivera courant mars, donc incessamment sous peu. Il y a encore quelques discussions avec l'ANS pour finaliser à 100% cette grille de juin 2026. Sur la partie note de cadrage, qui est potentiellement un plus gros travail, on va dire, de votre part, donc une première version a été partagée d'ores et déjà à vos fédérations hospitalières, sur lesquelles ils vont pouvoir émettre leur retour, leur demande d'ajustement par rapport à cette première proposition qui a été faite. Ce qu'il faut retenir, c'est que, il y aura une trame de réponse pour les GHT, le niveau maille GHT, et puis une trame de réponse à la maille EJ, comme ça a été le cas donc, sur les niveaux de candidature. Donc là, pareil, c'est le même timing que pour le questionnaire de maturité. L'élément définitif vous sera fourni en mars 2026. Est-ce que ça sera un format Word, pareil, que vous devrez mettre dans votre dossier, ou un formulaire en ligne? Tout ça reste encore à statuer, notamment au regard potentiellement des retours que les fédérations hospitalières pourraient faire. Sur le fond, je voulais aussi vous mettre en visibilité ce qui est pressenti, voire largement acté. Aujourd'hui, les débats sont plus sur la forme de la note de cadrage que sur les sujets de fond. Vous avez différentes thématiques qui devront être couvertes par ces notes de cadrage. Donc, un paragraphe, on va dire, introductif, de présentation générale et de périmètre du projet, dans lequel on va devoir comprendre quelle est votre organisation d'établissement. Par exemple, si pour un GHT, est-ce que vous avez des fonctionnalités, des logiciels mutualisés? Ou alors, à contrario, est-ce que tous les établissements ont leur propre logiciel? Pour des établissements privés, juridiques, multi-établissements géographiques, ça serait le même principe. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est de dresser un peu la cartographie de votre contexte hospitalier pour comprendre, on va dire, l'uniformisation de votre récit, l'uniformisation de vos contextes métiers, pour savoir comment vous vous organisez par rapport à ces éléments-là. Revenir aussi potentiellement sur le périmètre applicatif que vous souhaitez couvrir par rapport à HospiConnect. Puisque, pour rappel, hein, dans les objectifs HospiConnect tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, ils sont très axés sur le volet DPI, mais de base, le volet HospiConnect, et en tout cas la réglementation PGSSIS, concerne l'ensemble des logiciels utilisés dans un contexte de manipulation de données de santé.
Donc ça peut aller plus largement, plus loin que le DPI en lui-même. Euh, une partie contexte en jeu du projet, donc un peu dans une logique un peu l'entonnoir, partir du sens large pour aller faire des contextes un peu plus spécifiques. Donc votre état de situation à date, donc alors, sans forcément reprendre tout le détail de votre état des lieux que vous avez pu mener, puisque de toute façon on aura la grille complétée, mais juste dans les grandes lignes, reposer quelques éléments de macro-contexte sur votre état de situation à date, et puis finalement par rapport à cet état des lieux à date, quels sont vos enjeux prioritaires pour le projet Hospi Connect. Donc ça peut être par exemple, d'uniformiser les MIE qui sont utilisés au sein de vos structures. Pour les GHT, ça peut être d'uniformiser les pratiques d'utilisation MIE, les briques logicielles d'authentification, de connexion au logiciel à la maille GHT. Pareil pour les établissements privés multi-établissements géographiques. Donc voilà, tout ça est à votre main, bien sûr. Un peu plus de détails sur votre trajectoire. C'est au-delà de vos enjeux, bah, finalement, par rapport aux cibles qui sont définies, euh, comment dire, dans quel timing, dans quel jalon important vous allez vous mettre en conformité, et notamment mettre en évidence vos points de passage, on va dire, entre guillemets, obligatoires, qui permettent de dire vous êtes dans les clous ou pas. Donc voilà, définir votre trajectoire par rapport à ça, donc sur différentes thématiques, le périmètre est si couvert, et puis notamment les profils métiers que vous souhaitez impliquer dans ce projet Hospi Connect, sachant qu'il y a déjà une orientation qui est proposée par le programme, puisque pour l'instant, en 2027, les indicateurs de mesure sont surtout focusés sur la partie médecin et infirmier. Et pour 2028, plutôt une logique d'adressage au sens large à tout professionnel qui serait amené à se connecter à un outil manipulant de la donnée de santé. Une partie organisation et gouvernance projet. Donc, présenter votre comitologie projet par rapport à ce projet-là au Connect. Présenter votre équipe projet et comment vous vous organisez entre chacun des acteurs, comment vous vous coordonnez entre chacun des acteurs pour être sûr que tous les messages transitent bien au sein de votre équipe projet et qu'il n'y ait pas du fait d'une mauvaise organisation, de rétention d'informations non volontaires pour le coup, hein. Donc voilà, l'idée c'est bien de préparer votre équipe projet. On a commencé à travailler ce volet-là en vous demandant au niveau des candidatures certains profils attendu dans l'équipe projet. Donc ça, merci de l'avoir complété pour tous. La note de cadrage sera l'occasion potentiellement d'ajuster certains noms de votre équipe projet. Si vous vous rendez compte que finalement ce que vous avez proposé au niveau de la candidature n'est pas cohérent par rapport à votre trajectoire. Puis pareil, si vous avez des départs dans vos établissements, etc., bien sûr, mettre à jour les bons contacts, etc. Promis, c'est la dernière diapo sur la note de cadrage, mais vous voyez, il y a beaucoup de sujets à évoquer dans cette note de cadrage. Le calendrier prévisionnel est jalon clé. Donc voilà, un macro-planning de votre projet et puis les points de passage, comme je l'évoquais tout à l'heure. La gestion de projet. Des choses classiques en termes de gestion de projet, matrice de risque et facteurs clés de succès, présentation des outils de suivi projet que vous allez mettre en place pour être sûr que vous allez sur la bonne trajectoire et si risque il y a de mettre en place des procédures de remédiation à ces risques-là. Des éléments issus des réunions de cadrage, donc les principales décisions et orientations retenues puisqu'il vous reste à arbitrer. Alors ça c'est important, j'insiste là-dessus. La note de cadrage n'a pas forcément vocation à répondre à tout le périmètre HospiConnect. C'est-à-dire que si en juin 2026, vous n'avez par exemple pas décidé encore du MIE que vous allez proposer à vos professionnels, c'est pas grave, il faudra le noter en point restant à arbitrer. La note de cadrage qu'on attend surtout au niveau de cette note de cadrage, c'est votre organisation projet. C'est ce que je présente depuis tout à l'heure dans les thématiques qui sont évoquées. C'est finalement vers quoi vous voulez aller et comment vous organisez pour aller vers cette trajectoire-là. On n'attend pas que sur les sujets de fond en tant que tels, tout soit décidé dès juin 2026.
Et puis, dernier volet, donc c'est la conduite du changement. Quelle est votre stratégie de conduite du changement par rapport à ce projet-là? On l'a largement évoqué. Ce projet n'est pas uniquement un projet DSI, n'est pas uniquement un projet informatique. Ça mobilise l'ensemble des acteurs hospitaliers. Ça va impacter les métiers, puisque aujourd'hui, le logging mot de passe qui existe aujourd'hui ne pourra plus être un mode nominal de connexion. Il faudra demain proposer forcément un moyen en double facteur. Donc ça va avoir un impact sur leur quotidien. Donc du coup, voilà, il va falloir les sensibiliser, les préparer à tout ça. Donc voilà, c'est très très important dès votre note de cadrage pour le coup de définir un petit peu votre trajectoire par rapport à cette conduite du changement. Principe de complétion de la note de cadrage, donc je l'évoquais tout à l'heure, deux mailles possibles. Une maille, on va dire, multi-établissement, qu'elle soit côté GHT ou qu'elle soit côté établissement privé, multi-établissement géographique. Et donc, l'idée, c'est, bon, dans un scénario assez simple, tous vos établissements sont sur le même niveau de maturité, tous vos établissements sont sur la même trajectoire. Vous complétez les parties et vous indiquez que ces éléments-là concernent l'ensemble de vos établissements. Dans la plupart des cas, je pense, vous aurez des petites spécificités d'un établissement à l'autre. Donc du coup, il faudra bien préciser ces spécificités dans la note de cadrage de chacune des parties pour mettre en évidence les singularités de chacun des établissements. Je continue et puis je prendrai les questions plutôt à la fin de la présentation de la partie Hospiconnect, juste avant de passer sur la partie appel à projet. Sur la partie CARE, je vous ai remis cette diapo que je vous avais déjà présentée le mois dernier. Je l'ai remis parce qu'en fait j'ai fait mea culpa, j'ai fait une petite erreur d'interprétation quand je vous ai présenté les éléments. Donc je reviens vers vous avec les bonnes informations cette fois-ci. Euh, donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un montant par finesse juridique sur la base de 20 euros par personne présente au sein de l'effectif de l'établissement. Donc la base de calcul, c'était la base SAE, c'est des données que vous renseignez et qui sont utilisées ensuite au niveau national pour définir vos effectifs, fois les 20 euros, ce qui donne le budget auquel vous êtes éligible. Ces éléments-là et les budgets auxquels vous avez droit sont normalement disponibles sur la page Open2 nationale que je vous avais déjà communiqué. Si ce n'est pas le cas, ça arrivera assez rapidement. Et du coup, le mauvais contexte que je vous avais donné, c'était sur la partie carte fournie par l'ANS. Donc on avait évoqué effectivement cette somme de 12 euros par carte commandée. Et donc il y avait eu la question, est-ce que les cartes deviennent payantes? La réponse est oui, du coup. Pourquoi? Puisque l'ANS s'attend à recevoir de nombreuses commandes dans le cadre du projet HospiConnect. Donc du coup, ils ont dû renforcer leurs équipes en prévision pour couvrir ces demandes-là. Et donc du coup, ce coût unitaire de carte commandée de 12 euros vient recouvrir une partie des frais engagés par la NS pour mener à bien le projet HospiConnect de leur côté. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sera pas un coût de 12 euros pour vous, ça sera en fait, ce sera une somme qui sera décomptée de votre budget éligible. Donc, je dis n'importe quoi. Si par exemple, vous avez droit à 100 000 euros sur la partie matérielle, care, si vous commandez 100 cartes à l'ANS, du coup, bah, ça fera 12 euros fois 100, donc 1200 euros qui seront décomptés de votre budget. Du coup, par rapport au budget qui vous restera, vous aurez le droit de présenter des factures à l'ANS pour
prise en charge de frais matériels. Donc quand on parle de matériel, on est uniquement sur la partie MIE et lecteur de MIE. Vous aurez le droit de présenter ces éléments à l'ANS pour venir couvrir les autres frais que vous avez. Donc voilà, donc il faut vraiment percevoir cette offre de carte ANS comme quelque chose de décompté de votre budget, ce qui revient pour vous, ce qui revient à comptabiliser le fait que ces cartes deviennent payantes. Je vous ai remis aussi dans le support le lien vers l'arrêté HospiConnect pour ceux qui l'auraient éventuellement raté, où ces éléments sont reprécisés dans le cadre de l'arrêté. Donc j'ai repris ici le calendrier qui est présent dans l'instruction CARE. Donc l'idée à court terme pour vous, vous allez être sollicité par les équipes ANS pour la contractualisation avec eux sur le volet HospiConnect, mais sur la partie CARE. C'est eux qui portent ce sujet-là. Donc pareil, un peu le même timing que ce que je vous ai présenté avec l'ARS. Il faudra signer ces éléments. Alors pour le coup, eux sont un peu plus restrictifs que nous, c'est avant le 1er juin 2026. Et puis du coup, il faudra déposer vos preuves chaque année, donc vos factures chaque année pour prise en charge dans la limite des budgets définis par l'ANS. Je m'attarde un peu sur cette slide-là pour évoquer avec vous les modalités de prise en charge des frais, de vos frais, puisque c'est un peu différent entre la partie K et la partie Open 2. Comme l'approche n'est pas forcément très simple, je préfère prendre un peu de temps avec vous pour vous expliquer les choses. Sur la partie Care, vous avez un budget pour les 3 ans. Donc c'est ce que je vous ai évoqué, c'est le fameux votre effectif fois les 20 euros. Vous gérez cette enveloppe budgétaire sur les 3 années comme vous voulez. Si vous voulez dépenser très vite dès le départ, vous avez le droit. Si vous voulez dépenser plus tard, vous avez le droit. Il n'y a pas de... vous le dépensez dans le timing que vous voulez. Sur la partie Open 2, c'est un peu différent. Sur la partie Open 2, on est vraiment sur une logique, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, de budget annuel. De budget annuel, mais qui sont gérés, donc de budget annuel pour les 3 ans. Donc un budget 2026, un budget 2027 et un budget 2028. Il y avait eu la question la dernière fois lors du précédent webinaire, est-ce qu'il était possible de reventiler un peu différemment les budgets annuels et pas forcément prévoir le même budget chaque année? La réponse est non. La réponse est non. Alors pas parce qu'on n'a pas envie, juste parce que c'est le modèle de financement en fait. C'est un financement sous format HAC, aide à la contractualisation, et donc les budgets annuels sont définis depuis un petit moment et ils peuvent pas bouger. Euh, donc du coup, on a quand même entendu le risque pour certains établissements, notamment pour ceux qui ont le plus de budget en 2026, d'avoir un risque de ne pas pouvoir justifier autant de dépenses que de sommes éligibles pour 2026. Donc du coup, c'est les points 1 et 2. Donc notamment le premier point. Un établissement qui serait un sous-investissement sur l'année 2026, puisque théoriquement sur l'année 2026, on vous demande une note de cadrage et des indicateurs de maturité, donc plutôt entre guillemets de la valorisation de temps homme, de temps passé en termes de coûts, pas forcément jusqu'à vous équiper dès maintenant de logiciels type SSO, type IAM, etc. Donc l'idée, ça serait que pour 2026, vous puissiez comptabiliser les coûts non engagés en juin de l'année N, donc l'année 2026, mais avec engagement de paiement d'ici la fin de l'année 2026. Donc si par exemple, entre maintenant et juin, vous signez un bon de commande d'une brique IAM, vous signez un bon de commande d'une brique SSO, vous avez le droit de la comptabiliser si le paiement est prévu d'ici la fin de l'année. À l'inverse,
un établissement qui sera en surinvestissement parce que vous êtes, on va dire, assez mature dès à présent sur votre stratégie, vous êtes en avance de phase par rapport au programme Hospi Connect. Vous avez par exemple, entre maintenant, entre le début du programme, donc pour rappel, hein, le 19 décembre, pardon, 2025, et maintenant ou loin, vous avez déjà investi sur une brique IAM, déjà investi sur une brique SSO ou autre qui concourt à la partie Hospi Connect. Euh, Vous pouvez reporter cet investissement sur l'année N+1 ou N+2 pour éviter de perdre des financements, par exemple. Donc voilà, ça, vous avez le droit de le faire aussi. Par contre, une règle immuable, c'est que un coût ne peut être comptabilisé qu'une seule fois. Donc, ça, c'est valable pour la partie Open 2, pour la partie Care, et c'est valable entre les deux. Des financements qui sont pris en charge par Care ne peuvent pas être représentés sur la partie Open 2. Et pour aller encore plus loin, si par exemple vous vous équipez de MIE de type clé FIDO, qui peuvent aller, en fonction de ce que vous choisissez, au-delà des 20 euros par personne, le surcoût reste à votre charge, puisqu'il n'est pas possible de présenter du volet matériel dans la partie Open 2. On est vraiment sur deux périmètres budgétaires différents, Care, volet matériel, donc le MIE et son lecteur, Open 2 sur tous les autres sujets qui peuvent concourir à l'atteinte des objectifs OSPI Connect. Donc quand je parle de tous les autres coûts, c'est du volet matériel, comme je vous ai évoqué, SSO, IAM. Ça peut être du temps homme, vos chefs de projet dédiés, vos équipes qui travaillent sur le projet, etc. Donc en termes de valorisation. Du temps homme externe, si vous faites appel à la prestation externe, qu'elle soit technique ou de type AMOA. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que vous pouvez compter beaucoup de choses, mais par contre, Kier et Open 2 restent des périmètres étanches d'un point de vue financier. Je termine sur la partie OSPI Connect par le plan d'accompagnement régional et on prendra vos questions. Donc le plan d'accompagnement, il est à deux niveaux, celui qu'on vous propose, donc un niveau collectif et un niveau individuel. Sur le niveau collectif, l'idée, ça sera de mettre en place des comités régionaux réguliers tout au long du projet Hospi Connect. Donc, on a commencé ensemble à travailler sur le volet Hospi Connect le mois dernier. On se réunit encore aujourd'hui. On reste sur des présentations pour l'instant assez, comment dire, de lancement, de haut niveau. On va pas forcément dans le fond des sujets. Voilà, on a parlé de MIE tout à l'heure, on a parlé de SSO, de IAM, on va parler de processus RH dans le cadre de SpeakConnect, etc. On aura besoin à un moment donné d'aller plus dans le détail opérationnel de comment vous pouvez faire les choses. Aujourd'hui, on vous présente qu'est-ce qu'il faudra faire. Demain, on aimerait travailler avec vous sur tout ce qui va être comment vous pouvez travailler les éléments. Et puis, à un niveau individuel, que vous connaissez normalement tous déjà, avec notamment un accompagnement de chacun des établissements de la région par les chargés d'animation territoriale du grade. Donc pareil, un peu comme tout à l'heure, je vais revenir en détail sur chacun des items. Donc sur la partie accompagnement collectif. Donc le but, c'est de faire des comités régionaux à multiples enjeux. D'une part, c'est continuer à vous partager de l'information nationale slash régionale voilà, pour vous tenir informé des différentes actualités qui existent sur ce programme. Vous permettre de remonter des problèmes et des questions de terrain pour que nous, dans notre rôle ARS Grade, on puisse faire le relais vers les instances nationales, notamment par exemple pour adapter des choses qui finalement, à l'usage, on se rend compte que ça ne fonctionne pas sur le terrain. Donc du coup, de réajuster certains dispositifs qui vous sont proposés, notamment dans l'offre ANS qui pourrait vous être fournie. Euh,
Et puis, donc ça, on va dire qu'on reste sur ce deux premiers points, sur quelque chose que vous avez l'habitude de connaître et qu'on expérimente aujourd'hui dans les webinaires qu'on a l'habitude d'avoir ensemble. L'idée d'aller sur des comités régionaux, c'est d'aller un cran plus loin, c'est de prévoir des témoignages d'établissements plus matures sur le sujet pour partage de bonnes pratiques entre pairs. Et puis, voilà, bah, c'est d'échanger, effectivement, au-delà des témoignages, c'est que vous puissiez discuter entre pairs sur la manière de s'y prendre, finalement, avec des retours très opérationnels, très terrain, sur ce qui a marché, pas marché, voilà. Donc, l'enjeu, c'est de créer, entre guillemets, une communauté régionale HospiConnect, où tout le monde vient s'entraider. Quand je dis tout le monde, c'est entre vous, c'est avec nous, c'est en lien avec le national qui potentiellement parfois sera convié à ces comités régionaux SpeakConnect en fonction de l'ordre du jour. Donc voilà. En parallèle de ces comités réguliers qui permettent de créer un lion et un lien entre nous au fil du projet, il y aura un aspect partage documentaire. Donc on va mettre en place, et on va vous mettre à disposition un espace documentaire au SpeakConnect dans lequel vous aurez accès aux supports de présentation que l'on utilise, donc ceux d'aujourd'hui et puis ceux de demain, les comptes rendus de ces comités, des ressources documentaires utiles au projet Hospice Connect, donc des guides qui pourraient sortir en fur et à mesure des avancées des travaux côté ANS, des guides qui pourraient venir aussi de chez nous, et puis surtout une foire aux questions centralisée. Une foire aux questions centralisée pour vous éviter d'aller chercher des informations à divers endroits différents. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un répertoire qui centralise l'ensemble des informations au SpeakConnect, un peu comme une boussole projet pour vous, plutôt que d'avoir 36 000 outils à votre disposition au risque de vous perdre dans les différentes ressources qui sont disponibles. Donc on l'évoquait tout à l'heure, l'idée de ces comités, ça sera de rentrer dans le comment, dans le fond de comment vous pouvez travailler sur les différentes thématiques du programme Hospi Connect. Et on l'avait vu lors de précédents webinaires, il y a différentes thématiques proposées au niveau de Hospi Connect. Il y a des thématiques techniques, il y a des thématiques organisationnelles, il y a des thématiques RH. Donc en fait, on vous propose ce découpage-là en termes de comitologie, et notamment en termes de représentation au sein de vos équipes projet. Donc si vous regardez bien les cibles, j'y reviendrai après dans le détail, mais les cibles qui sont citées ici correspondent au profil qui vous avait été demandé dans les candidatures au Speak Connect. Parce que bah, typiquement, dans une équipe projet, quand on va parler de technique, quand on va parler au Speak Connect, IAM, SSO, quand je l'ai évoqué tout à l'heure, IAM, SSO, peut-être que j'ai perdu certains d'entre vous. Parce que vous n'êtes pas les bons profils, vous n'êtes pas les bonnes personnes vis-à-vis de ce projet-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur des thématiques spécifiques, de découper en fait ce projet Hospi Connect en thématiques sectorielles, on va les appeler comme ça, pour que chacun se sente à l'aise à participer à ces réunions-là et qu'on soit vraiment entre pairs au sein de ces réunions pour pouvoir discuter ensemble et s'inspirer des bonnes pratiques de chacun. Donc il y a un comité technique Hospi Connect à destination des DSI, RSSI, fréquence mensuelle. L'idée, ça sera de couvrir tout ce qui sera stratégie MIE, donc l'objectif 1.0, pour faire le lien avec les objectifs Hospi Connect. Et puis les comptabilitations, donc l'objectif 1.2. Il y aura des comités identité numérique pro, donc plutôt à destination des services RH et qualité, fréquence mensuelle aussi pour couvrir la thématique 1.1, qui est la gestion des identités des professionnels, et notamment dans le cadre d'Hospi Connect, de s'assurer que les professionnels ont bien un RPPS pour avoir une identité numérique et faire le lien et la bonne traçabilité vis-à-vis de la connexion au DMP. Et puis un dernier comité qui sera plutôt porté sur la partie conduite du changement et cycle de vie des MIE, donc vraiment toute la partie qui concerne les professionnels qui auront l'usage demain de ces MIE, donc plutôt à destination des chefs de projet Hospi Connect et des référents métiers, bien sûr, du coup, comme ça concerne les métiers. Et donc là, pour l'instant, c'est une fréquence de tous les 2 mois qui vous est proposée, puisque on voit dans le timing projet qu'on est peut-être sur un cran a posteriori
par rapport aux sujets techniques et identité numérique qui sont le point d'entrée. Mais voilà, l'idée c'est quand même de travailler dès à présent ce volet-là, surtout que, comme on vous l'a évoqué tout à l'heure, il y a une rubrique particulière conduite du changement dans la note de cadrage. En termes de planning, donc un planning assez dense, alors volontairement assez dense entre mars et juin, puisque c'est le moment de la note de cadrage, c'est le moment de la structuration de votre projet. Donc l'idée, c'est que vous ayez le maximum de clés de compréhension et de réflexion pour construire votre note de cadrage, qu'est-ce que sur les aspects techniques et identité professionnelle, sur l'aspect organisation aussi, comme je l'ai évoqué. Donc plutôt des comités techniques entre première quinzaine de chaque mois, des comités identité pro plutôt deuxième quinzaine de chaque mois, des comités organisation, on va dire au milieu de avril et au milieu de juin. L'objectif, ça serait de garder les créneaux qu'on avait l'habitude d'utiliser pour les webinaires. Donc les créneaux de 14h, 14h, 15h. Alors on a étendu d'une demi-heure. Le format 1h30 nous paraissait plus pertinent, surtout dans une logique d'échange, etc. Après, ça sera ajustable hein, en fonction aussi des premiers retours d'expérience qu'on aura vis-à-vis de ces comités. L'idée, c'est de rester le plus souple possible. Là, on vous donne la trajectoire. L'idée, c'est de s'adapter aussi à vos besoins. On ne fait pas des comités pour faire des comités, c'est surtout par rapport à vos besoins. Les fréquences, pareil, pourront être ajustables en fonction de vos retours. Euh, je sais que par exemple sur des petits établissements, certaines personnes ont plusieurs casquettes au sein du comité projet, donc ça peut être un rythme potentiellement pas soutenable. Mais voilà, ça nous paraissait quand même important d'un point de vue fréquence, d'avoir au moins des temps mensuels sur chacune des thématiques, sauf l'organisation, puisque je l'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose qui sera pris pour plus tard. Voilà. Donc, on vous diffusera ces invitations-là sur la base des coordonnées que vous avez pu donner dans vos dossiers de candidature. Donc, si entre-temps, bah, vous avez des personnes qui sont malades, qui sont pas dispo, etc., vous avez tout à fait le droit hein, de partager ces invitations aux personnes qui pourraient assurer le relais. Mais en tout cas, voilà, nous, en termes de base de connaissances, on va partir de ce que vous avez pu déclarer dans les dossiers de candidature. Je termine sur la partie accompagnement en revenant sur la partie accompagnement individuel. Quand je dis accompagnement, c'est suivi et accompagnement. Ce que vous connaissez déjà dans le cadre de la vague 1, Ségur, que vous avez connu avec les chargés d'animation territoriaux. Donc un suivi qui s'inscrit dans le cadre du Ségur avec les chargés d'animation territoriaux qui vont notamment vous accompagner sur des sujets peut-être plus spécifiques au Ségur en tant que tel et notamment tout ce qui va tourner autour de la thématique DMP. Puisque c'est des objectifs qu'on n'a pas vus précédemment et qu'on n'évoquera pas forcément dans le cadre des comitologies au Speak Connect. C'est les thématiques de type R simplifié, c'est les thématiques de consentement, c'est les thématiques de consultation DMP. Et donc, en fait, quand vous reprendrez le support, normalement, on a couvert tous les objectifs, si on ne s'est pas trompé, du programme Hospi Connect. Et puis, donc, les chargés d'animation territoriale qui sont aujourd'hui dans une trajectoire de montée en compétences par rapport à toutes ces thématiques, hein, un peu comme vous, c'est une nouvelle thématique qui émerge. Tout le monde est en train de monter en compétences sur cette thématique. Quand je dis tout le monde, y compris moi, y compris Adrien aussi côté grade, qui est mon binôme de tous les jours sur le sujet. Et donc, l'idée, c'est que demain, les quatre n'auront pas forcément réponse à toutes vos questions, hein, parce que, il y a aussi des choses côté national qui sont en cours de maturation, et sur lesquelles on va devoir revenir vers vous dans le cadre des comitologies. Euh, Par contre, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse, nous, en tout cas au niveau régional, vous proposer un format multi-acteurs si les quatre n'ont pas la réponse, qu'ils puissent s'appuyer sur d'autres experts au niveau de l'ARS, du grade et de l'assurance maladie pour vous fournir les éléments de réponse, comme c'était déjà le cas finalement dans la partie Ségur, Ségur Vague 1,
Ou bah, souvent, vous avez sûrement rencontré pour la plupart Adrien, qui était spécialiste de la partie MSS, de la partie DMP sur des enjeux techniques, etc. Voilà. Hop. J'ai juste un souci d'écran, pardon, excusez-moi, je règle le souci. Tac. Hop. Du coup, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Les prochaines étapes pour synthétiser tout ça. Les prochaines étapes, c'est l'envoi des conventions Speak Connect à signer que vous allez recevoir en mars. On vous diffusera les trames de réponse, indicateurs de maturité, notes de cadrage aussi en mars quand elles sortiront et qu'on aura le go de la DNS et de la l'ANS, donc du niveau national. On vous envoie assez rapidement, puisque ça arrive assez vite, hein, les premiers comités sont planifiés dès mi-mars, les comités régionaux au Speak Connect, sur la base de la liste de diffusion de vos dossiers de candidature. Et puis, lancement dès à présent de l'accompagnement des chargés d'animation territoriaux, pardon, pour vous accompagner sur certains éléments de réflexion que vous auriez d'ores et déjà en tête, dans la logique que je vous ai évoquée tout à l'heure. Même s'ils n'ont pas les éléments de réponse, ça permet de nous de centraliser les informations au niveau régional et en fonction de l'expertise de chacun, de revenir vers vous avec les bonnes informations. De votre côté, à très court terme, c'est d'ores et déjà de réfléchir aux objectifs et aux jalons de juin 2026. Donc, c'est-à-dire mener votre état des lieux et puis de cadrer votre projet par rapport à ce que j'ai pu évoquer comme thématique aujourd'hui. Et puis derrière, vous aurez à mettre ça en forme, on va dire, dans la note de cadrage et les indicateurs de maturité. Avant de passer à la partie appel à projet, je regarde juste l'heure. Tac. Est-ce qu'il y avait des questions? Hop, alors, je suis à l'aveugle. Hop, je vais essayer de regarder. Tu veux que je te les donne, Damien, peut-être les questions? Ouais, j'avais pas vu que c'était là, merci. Pas de souci. Il y a une question de Madame Sadi, donc sur les cartes CPS qui effectivement aujourd'hui ne sont pas payantes pour les médecins, celles qui sont fournies par donc les cartes CPS fournies par l'ANS ne sont pas payantes pour les médecins. Pour les IDE, je ne sais pas, je ne comprends pas les frais de 12 euros par carte. Merci pour vos explications. Quel est le périmètre? Quel est le changement potentiellement? Alors, sur les IDE, de toute façon, il y avait une condition immuable pour être équipé de CPS, c'était d'être enregistré à l'ordre. Puisque hein, de toute façon, toute commande de carte à l'ANS nécessite d'avoir un RPPS. C'est d'autant plus vrai que l'offre de cartes, on reviendra dans le détail dans les comitologies concernées, mais l'offre de cartes CPE, CPA que vous connaissez aujourd'hui va s'éteindre dans une trajectoire qui reste à définir. Euh, Aujourd'hui, l'ANS s'inscrit dans une trajectoire de délivrer des cartes nominative sous condition d'avoir un RPPS. Du coup, aujourd'hui, des infirmiers qui feraient si vous, en fait, votre stratégie au niveau d'établissement, c'est de se dire votre MIE nominal, le MIE qui va permettre aux professionnels de santé de se connecter au DPI, c'est la carte CPS. Bah, vous allez potentiellement, certainement, faire une commande de masse auprès de l'ANS de cartes CPS pour équiper vos professionnels de santé. Et donc, du coup, en fait, cette commande de masse, elle aura un coût de 12 euros par le nombre de cartes commandées. Alors après, effectivement, si vos infirmiers ou vos médecins sont déjà équipés de cartes CPS, bah, vous ne commandez rien puisqu'ils ont déjà les cartes. C'est vraiment en fonction de ceux qui n'en ont pas aujourd'hui et ce vers quoi vos trajectoires vous orientent en termes d'équipement MIE, quoi. Merci Damien. Et il y a une question de Madame Hénin. Si je comprends bien, le modèle de la note de cadrage arrivera seulement fin mars et tout doit être rendu mi-juin. On aura donc 2 mois et demi pour rédiger et engager les dépenses au niveau du GHT et des ES. Alors,
Alors déjà, le fin mars, j'espère que ça arrivera avant, ça sera plutôt courant mars. En tout cas, on fait tout là côté région pour que côté national, ça sorte le plus rapidement possible. Et après, sur l'engagement des dépenses, rien ne vous empêche aujourd'hui de réfléchir à vos stratégies, hein. Je vous ai présenté les thématiques qui sont attendues. Vous pouvez le faire sur un Word et puis vous ferez un copier-coller dans la trame attendue. Là-dessus, il faut pas rester bloqué sur le fait que vous n'ayez pas la note de cadrage pour réfléchir sur les éléments, les thématiques. Les thématiques, je vous les ai présentées aujourd'hui. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à réfléchir. Ça marche. Donc c'était OK pour Madame Sadi sur la question précédente. C'est Ludovic Chouet. L'inscription à l'ordre est-elle à la charge de l'établissement sanitaire? Bonne question. Bonne question. Quand je disais tout à l'heure qu'on n'a pas forcément toutes les réponses, celle-ci en fait partie. Donc on la note et on va l'évoquer avec les équipes nationales notamment qui sont en travail sur le sujet. Euh, On prend du coup la note et il y a une autre question du coup. L'éditeur d'Hôpital Manager, donc Software, pousse vers l'utilisation de ProSanté Connect pour la double authentification afin de se connecter au DPI. Cela est-il suffisant dans le cadre du programme? oui, ProSanté. Alors, on reviendra dans le détail sur ces sujets de moyens d'identification électronique valables pour Hospi Connect dans le comité en question. Mais ProSanté Connect est complètement valable et d'ailleurs préconisé par le national. Et pas d'autres questions. Et ben, ça nous laisse un peu moins de 10 minutes pour la partie appel à projet. Si je retrouve mon support. Tac. Non, je me suis trompé. Hop. Tac. Du coup, sur la partie appel à projet. Je vous ai remis en visibilité, hein, pour ceux qui auraient éventuellement raté l'information, les liens vers des éléments d'intérêt vis-à-vis de cet appel à projet. Donc d'une part, je l'ai évoqué en début de séance, le replay et le support du webinaire national qui a eu lieu fin janvier. Et puis je vous ai remis en visibilité aussi le guide des thématiques qui est disponible sur la page Open2. Euh, donc voilà, donc j'espère que tout le monde a au moins pris connaissance de ces éléments-là. Si c'est pas le cas, je vous encourage à le faire le plus rapidement possible. Euh, du coup, voilà, l'idée c'est pas forcément de vous représenter ce qui a été présenté au niveau national, hein, juste en éléments de contexte. Alors, je vous ai mis des annexes, hein, dans le support, je vais pas forcément parler de tout ça aujourd'hui. Juste vous rappeler, hein, qu'il y a quatre thématiques. Le désengorgement des urgences, la logistique des produits de santé, la gestion du temps de travail et processus RH, et une thématique un peu particulière qui s'appelle le rattrapage de la maturité numérique et qui va concerner que quelques établissements dans la région, puisqu'en fait il y avait des conditions d'entrée dans cette AAP qui sont le non-financement vis-à-vis de SONES ou d'Open2 phase 1, non-financement en termes d'usage, hein, pas non-financement en termes de candidature, et notamment d'amorçage. Donc on reviendra au cas par cas vers les établissements qui sont concernés par ce rattrapage de la maturité, même si normalement, avec les critères, vous êtes en capacité de savoir si vous êtes éligible ou pas. Euh, et sur les autres thématiques, c'est vraiment ouvert à tous. La seule condition, c'est que pour que votre dossier de candidature soit validé sur les parties AAP, c'est que vous ayez bien déposé en juin la note de cadrage et les indicateurs de maturité, puisque la priorité reste Hospi Connect.
La partie AAP étant une thématique qui vous est proposée en addition des sujets Ségur, mais voilà, pas au détriment de la trajectoire de mise en conformité réglementaire au SpeakConnect. Donc les mailles de candidature, hein, pour rappel, c'est au niveau de la maille juridique. Après, il est possible hein, d'avoir des consortiums de présentation projet. Si par exemple au niveau du GHT, vous voulez présenter une candidature au titre de plusieurs établissements, il faut l'indiquer dans le dossier. Du coup, les budgets éligibles auxquels vous aurez droit, ça c'est la somme des différents budgets qui étaient prévus pour chacun des établissements. Ça peut faire sens, hein, notamment au niveau GHT, dans une logique de convergence des projets, de convergence des solutions qui sont mis sur la table au niveau de vos systèmes d'information. Donc voilà. Les conditions d'éligibilité, j'en ai parlé, je reviens pas dessus. Les budgets, ils sont indiqués dans la note, dans le guide des thématiques. Donc, je vous encourage à les regarder. Et ils sont aussi normalement disponibles sur la base des ES éligibles, le fichier Excel qui est disponible sur la page Open2. Principe, c'est 50% de versement au démarrage en tout cas, une fois que votre candidature est acceptée, donc en 2026, et puis le reste à la fin du projet en fonction de l'atteinte des cibles que vous aviez vous-même définies dans le cadre de votre candidature. Donc l'instruction, elle est faite au niveau ARS. À ce stade, si certains se posent la question, on n'a pas défini la côté RSBFC de mise en avant de certains types de projets par rapport à d'autres, etc. On n'a pas forcément priorisé pour le moment. C'est en cours de réflexion. Peut-être qu'il y aura des priorisations données sur certains sujets. Dans tous les cas, tout type de projet, s'il s'inscrit dans les thématiques évoquées, sera analysé. Voilà. Donc, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et si priorisation il y a, on reviendra vers vous au moment de l'ouverture du guichet de candidature, qui se fera en avril, puisque pour rappel, vos dossiers de candidature sur cette partie-là doivent être déposés avant fin mai. Voilà, donc c'est ce qui est présenté ici et qui avait été présenté par le national. Et vous avez le droit de présenter un maximum 2 projets par établissement. Donc quand on parle de 2 projets, c'est que vous avez le droit d'adresser 2 thématiques maximum sur les 3. Je mets à part la partie fracture numérique. Euh, donc voilà. En termes d'attendu dans la note de cadrage, c'est ce qui est dans la note de cadrage, pardon, dans la note de présentation de votre projet, est listé ici les différents points qui sont attendus. Donc là, pareil, si vous savez d'ores et déjà que vous voulez candidater et vous avez un projet intéressant à présenter, n'attendez pas forcément l'ouverture du guichet pour préparer votre dossier. Surtout que ce sera très certainement un Word. Donc du coup, préparez d'ores et déjà un Word de votre côté avec les différentes rubriques qui sont citées ici pour nourrir votre dossier pour faciliter derrière l'instruction par l'ARS. Donc voilà, le calendrier, je vous l'avais rappelé, on est bien sur des projets, ça faut prendre en compte dans vos choix de projets à présenter. On est bien sur des projets d'un an, puisque c'est une fenêtre de fin mai 2026 à fin juin 2027. Donc l'idée, c'est que à fin juin 2027, on soit en capacité d'analyser l'atteinte de certains objectifs projets que vous sauriez définis. Voilà ce que voulais vous dire sur la partie IAP, donc rien de nouveau hein, par rapport à ce qui a été évoqué par le national. Et si nouveauté il y a dans le contexte spécifique régional, on reviendra vers vous d'ici avril pour vous donner éventuellement des touches de priorité qu'on souhaiterait mettre sur ces sujets-là, mais rien de garanti, très honnêtement, à ce stade. On reste assez ouvert sur les types de projets que vous pourriez présenter dans les thématiques évoquées.
L'idée, hein, l'idée de ces AAP, juste pour qu'on termine là-dessus avant de prendre des questions éventuelles, c'est qu'on a largement entendu que les sujets Ségur avaient tendance à phagocyter tout dans vos contextes. L'idée, c'est aujourd'hui de vous offrir cette possibilité de mettre en avant certains de vos projets qui vous tiennent à cœur sur les thématiques qui restent prioritaires pour le national. Mais voilà, on ne veut pas forcément non plus à nouveau vous limiter sur les sujets, alors que potentiellement il y aurait des sujets très pertinents que vous pourriez proposer au sein de ces thématiques. Je ne sais pas s'il y avait des questions sur cette partie-là. Je sais pas si Claire t'es encore là. Alors si, mais par contre, je dois vous quitter. Il y a deux petites questions. Je laisse. Ouais. Ok, bah je regarde. Je veux bien que tu regardes du coup. Sinon, Ouais. Adrien est dispo aussi pour. Je suis désolée, je dois vous laisser. Très bonne journée à toutes et Tac. Donc il y avait une question sur la partie Hospi Connect, s'agissant des prérequis, notamment ceux relatifs à la matrice des habilitations, ainsi qu'à la gestion du consentement fondé sur un recueil explicite, doivent-ils être considérés comme des chantiers préparatoires indispensables au lancement du projet? Euh, alors, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Là, on est sur des sujets de fond, sur des sujets de fond qui dans l'idéal, doivent effectivement être cadrés le plus tôt possible, mais c'est pas forcément des éléments qui sont forcément à 100% secs dans votre note de carrage de juin 2026. Donc après, sur la suite de la question, par ailleurs, convient-il de présenter dans la note de cadrage des travaux déjà engagés sur ces volets afin d'en préciser le niveau d'avancement? Oui, alors ça, typiquement, complètement. C'est justement tout le volet que j'évoquais tout à l'heure sur, par rapport déjà à vos premières réunions de cadrage, bah, qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui n'a pas encore été décidé. Et donc là, vous pouvez effectivement mettre en avant ces éléments-là. Et après, donc il y avait beaucoup de questions dans cette question. En outre, une attention particulière doit être portée à la capacité et à la disponibilité des éditeurs pour accompagner ces évolutions. Complètement. Complètement. Donc ça, alors, ça, c'est des choses qui seront notamment évoquées dans les comités spécifiques. Euh, euh, je prends l'exemple, par exemple, de la partie MIE. Si vous, demain, dans votre stratégie, vous faites le choix de dire bah, CPS, ICPS, qui est un peu l'offre historique, ça nous intéresse pas tellement parce que bah, la ICPS, on veut pas l'usage des smartphones, donc déjà c'est réglé. Les CPS, bah, c'est contraignant parce que du coup, bah, potentiellement quelqu'un qui n'est pas enregistré au RPPS, bah, il n'a plus accès au DPI. Donc ça pose problème. Donc vous décidez de faire le choix d'aller chercher par exemple des MIE qui s'appellent les clés FIDO, là, qui sont aujourd'hui compatibles avec PreSanté Connect. Euh, il faut effectivement que les éditeurs soient en capacité d'intégrer ces clés FIDO. Donc là-dessus, il y a plusieurs raisonnements possibles. Ça fait partie justement de tous les débats qu'on aura dans les ateliers, notamment techniques RIE et MIE. C'est que bah, si finalement face à vous, dans votre parc logiciel, vous avez que deux ou trois logiciels, bah, à la rigueur, j'ai envie de dire c'est gérable de pouvoir discuter avec chacun des éditeurs pour qu'ils prennent en compte les évolutions demandées. Si par exemple dans le contexte d'un CHU ou d'un établissement plus gros, il y a plus entre 50, 100, voire plus applicatifs qui manipulent la donnée de santé, ça va devenir très compliqué de discuter avec chacun des éditeurs. Donc l'idée, c'est potentiellement d'avoir une autre approche et de se dire que potentiellement c'est vous qui avez la main sur la gestion de l'authentification des professionnels de santé, donc en intégrant justement cette fameuse brique SSO. Et du coup, en fait, vous affranchissez des implémentations éventuelles et des choix qui peuvent être faits par les éditeurs.
Donc voilà, il y a des solutions sur la table, il faudra qu'on l'évoque dans les comités en question, mais voilà, tout ça fait partie des axes de réflexion stratégique qu'il faudra mener et sur lesquels on souhaiterait vous éclaircir le plus possible dans le cadre des comitologies qui seront mis en place. Est-ce que j'ai manqué un bout? Dans le cadre du Sens Bac 2, les éditeurs disposent-ils du même niveau d'information et partagent-ils les mêmes objectifs que ceux portés par le programme Hospice Connect? Oui, donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, ça rejoint un petit peu la question de Présenter Connect. Euh, dans le cadre du Sens Bac 2, les éditeurs, en termes d'authentification, ils ont tous implémenté Présenter Connect. C'était le niveau minimal attendu. On en reparlera dans les comitologies, mais nous aujourd'hui, effectivement, dans la trajectoire sur laquelle on souhaite vous emmener, c'est plutôt d'aller chercher des MIE qui sont compatibles Pro Santé Connect, puisque de toute façon, d'un point de vue technique, côté éditeur, il y aura le répondant, puisqu'ils l'ont implémenté Pro Santé Connect. Donc voilà, tout ça, on y reviendra dans le comité dédié. Oui, oui, tout à fait. Il y a des choses qui sont prévues en cohérence. Après, il y a des choses qui sont encore dans la raquette. Je pense par exemple au consentement, au volet consentement du patient, où aujourd'hui le consentement ne peut être recueilli que dans les DPI. Est-ce qu'il y a besoin potentiellement sur terrain que ce consentement soit recueilli dans le référentiel, dans les gammes, dans le référentiel d'identité, parce que c'est les équipes qui gèrent l'INS qui vont aussi gérer le consentement du patient. Voilà, ça va dépendre tout ça fait partie aussi de vos axes de réflexion, et puis les trous dans la raquette, charge à nous de les remonter au national pour trouver des solutions et faire en sorte que ces trous dans la raquette n'existent plus dans 3 ans, à la fin du programme. Tac, je regarde. Les cartes CPE. Oui, cartes CPE. Alors, si les cartes CPE disparaissent, quid des connexions des personnels de la DSI sur le DPI? Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est pas encore complètement clair quand je vous disais que tout n'était pas sec côté national. C'est que demain, en fait, il sera possible de commander des cartes Pro Santé Identité. C'est une nouvelle offre ANS qui va sortir en remplacement des cartes CPE, CPA, qui est encore en cours d'expérimentation avec certains établissements aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on ne l'a pas trop mis en visibilité parce que on n'a pas forcément toutes les informations. Le national nous a pas forcément demandé de communiquer largement non plus sur ce sujet-là, puisque ça reste une expérimentation. Donc du coup, on aura certainement des informations là courant premier semestre 2026 sur ces thématiques-là. Donc il y aura une solution palliative hein, à l'arrêt des CPE, CPA. Et du coup, ça sera plutôt porté par la thématique pro-santé identité. L'idée, ça sera qu'en fait, un personnel de la DSI, il soit enregistré dans une base nationale avec son nom, son prénom, son identité numérique. Et sous cette condition-là, il aura le droit à une carte. Et donc, si par exemple, pour X raison, le personnel de la DSI se connecte pour du paramétrage ou ne sais-je, à accéder à des dossiers patients, à accéder à un DMP, etc., pour des questions de paramétrage, vérifier que ça marche, etc., tout est bien tracé et il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, juste pour terminer là-dessus, le problème des CPE, CPA aujourd'hui, c'est que c'était nominatif, mais finalement les identités des personnes qui avaient, c'était parfois nominatif d'ailleurs, pas forcément systématique, euh, les personnes qui avaient ces cartes-là n'avaient pas, entre guillemets, d'identité dans une base nationale qui sert de garant et de bonne traçabilité de ces identités vis-à-vis de l'ANS, entre autres. Donc voilà, on est toujours dans cette logique de monter en maturité sur les niveaux de sécurité des MIO qui sont proposés, qui sont proposés. Merci Adrien, j'ai pas vu que tu avais répondu. Donc c'est bon, et je crois
qu'on m'a répondu à toutes les questions. Donc merci à tous. Je vous envoie cet après-midi ou demain le support avec les agrémentés des questions-réponses qu'on a pu évoquer aujourd'hui. Et puis rapidement les envois pour les comitologies qui vous ont été proposées aujourd'hui. Alors Alors, oui, Adrien, ouais, vas-y. Damien, on a une dernière question du coup concernant la partie, le périmètre AMA, donc secrétariat sur l'identification électronique, un peu comme la DSI. Donc, effectivement, en fait, tout le périmètre des identités électroniques qui ont accès aux outils numériques contenant des données de santé sont à embarquer en fait dans une trajectoire de sécurisation. C'est-à-dire avoir une identité, renforcée, robuste, complète, j'ai envie de dire, et associée à un moyen d'identification électronique qui soit, pareil, assez satisfaisant et aligné à la PGSSI. Donc effectivement, toutes les populations ayant un accès aux outils, contenant des données de santé, très concrètement, je c'est la totalité, en fait, je pense, des professionnels qui interviennent en établissement sont à embarquer. Donc comme, les professionnels de la DSI, effectivement les AMA, beaucoup de professions, transverses, agents d'accueil de BDE, enfin voilà, beaucoup de professionnels administratifs sont également à embarquer et seront, bah, à lancer sur une trajectoire, donc soit de pro santé identité, on redétaillera, soit effectivement sur un milieu spécifique, si on ne souhaite pas s'appuyer sur Pro Santé Connect. Donc, à détailler. Merci Adrien. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne fin. Merci à tous de votre mobilisation, en tout cas sur le projet. Comme ont pu me répondre certains, il n'y a plus qu'à, même si le chantier devant nous, effectivement, reste conséquent. Et donc, on va s'organiser collectivement pour pouvoir faire en sorte que tout le monde arrive le plus sereinement possible au bout de ce projet mi-2028. Bonne journée à tout le monde, et puis bah, certainement à bientôt dans les comitologies respectives.